Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur la première. Il sera question du suicide ce soir dans l'émission Présence protestante. Fabien Ruel aux commandes de cette émission. Le suicide fait bel et bien partie de la vie, tout comme la mort. Avec nous, pour en parler, Yves Gabel, pasteur, théologien, mais aussi psychologue. Bonsoir Yves. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le suicide, c'est un sujet très très vaste, mais quels sont les faits ? Alors les faits, c'est que c'est d'abord une thématique qui a toujours existé dans la vie en humanité. Et la société moderne dans laquelle nous vivons a un fort taux de suicide. Beaucoup de gens, aussi bien dans l'Église que dans la société, se donnent la mort, souvent par désespoir, mais ça on en reparlera peut-être dans un moment. Mais au fond, c'est une réalité qui fait froid dans le dos. Quand on a l'annonce d'un décès de ce type dans notre vie de famille, ça nous remet en question, ça nous pose question. Et on ne peut que s'interroger et voir peut-être comment faire autrement, comment pas éviter, mais en tout cas accompagner ces situations particulières. Il me semble en tout cas que quand on bascule du côté plutôt suicide, c'est l'aboutissement d'une très longue trajectoire, très complexe de vie, où s'entremêlent des facteurs très différents, qui peuvent être ceux de la génétique, par exemple, pour certains, ou de l'éducation reçue, ou de la manière d'avoir été aimé ou pas aimé, et qui, finalement, par le tracas et le souci de la vie, on finit par se dire que ça ne vaut pas la peine de vivre et qu'il vaut mieux disparaître, tirer la révérence. Est-ce qu'il y a une définition ou des définitions du suicide ? Oui, alors il y a des définitions simples. La toute première est celle du dictionnaire, où on nous dit que c'est l'acte de se donner volontairement la mort. Voilà, ça a l'air très optimiste comme ça. Et nous verrons que ce n'est pas une définition tout à fait exacte. Maintenant, il y a quelque chose de plus scientifique ou plus psycho, où on pourrait parler d'une crise psychique identitaire dont le risque majeur est le suicide. Mais en résumé, maintenant, si on veut essayer de dire les choses simplement, le suicide désigne tout simplement le comportement qui traduit un mal à vivre et qui cherche et trouve la solution du problème existentiel que l'on traverse dans le fait d'attenter à sa propre vie. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, me semble-t-il, si on veut aborder sérieusement la question du suicide, c'est que le suicide, ce n'est pas se donner la mort en réalité. Le suicide, c'est ne pas souffrir. C'est le refus de continuer de souffrir. Et donc, oui, le fait de se donner la mort en est la conséquence finalement. Mais personne ne se dit, tiens, moi, dans 3 jours, c'est fini. Ça ne nous viendrait pas à l'idée. Mais il y a un très long processus. Maintenant, si on essaye de recadrer ça par rapport au pays dans lequel nous vivons, en Belgique, c'est quand même un taux de suicide assez important, puisqu'il y a quelques années, on était à 18,3 suicides pour 100 000 habitants, sensiblement au-dessus de la moyenne européenne d'ailleurs, ce qui fait environ, à la grosse louche, 2000 décès par suicide en Belgique, soit 5 à 6 décès par jour. C'est quand même la 7e cause de mortalité dans le pays. Alors justement, par rapport à ça, est-ce qu'il y a des franges de la société qui échappent ? Je pense par exemple à l'Église, je pense aussi à d'autres mouvements peut-être. Est-ce qu'il y a des personnes qui échappent au suicide, en tout cas en tant que communauté ? Alors, ça c'est très compliqué à dire. D'abord, si on parle en termes de genre, ça touche les hommes et les femmes. Bien sûr, ce qui est très valable, très facile à repérer, c'est que ceux qui attentent à leur vie sont généralement des ados, des personnes âgées. Entre les deux, il y a bien sûr des gens, mais c'est les 2 grands pôles. Alors, on dit que les hommes se suicident environ 3 fois plus que les femmes, en tout cas aboutissent à cette réalité, alors que du côté femmes, c'est plutôt les tentatives de suicide qui sont très très importantes. Et puis, est-ce que ça touche toutes les couches de la société ? Oui, bien entendu. Et dans le cadre de la société, le milieu religieux, quelle que soit d'ailleurs l'appartenance religieuse, est aussi
traversée de ces problèmes. À la seule différence, si tu veux, c'est que si on parle du christianisme, puisque c'est ce qui nous concerne, on peut dire que globalement, le christianisme a rajouté du poids à la thématique du suicide, comme tu le sais, comme parfois en niant que ce soit quelque chose que l'on puisse accompagner, déjà, en ne prenant pas soin des familles qui traversent un deuil difficile et souvent pathologique, ou tout simplement en refusant d'enterrer à une époque. Voilà. Donc je pense que l'Église, qui ne reste pas sensible à ce que dit l'Écriture sur la mort, s'égare et souvent amène un poids supplémentaire par rapport à cette thématique du suicide. Alors maintenant, si répondre à la question, pour être très clair, oui, moi en tant que pasteur, j'ai été confronté plusieurs fois à la mort par suicide et tout ce qu'il fallait mettre en œuvre pour l'enterrement, mais aussi pour accompagner la famille dans les mois qui ont suivi. Donc ce n'est pas simple. Est-ce qu'il y a des moments justement où l'on s'interroge, se dire, en tant que pasteur par exemple, est-ce que peut-être quelque chose m'a échappé, ou peut-être est-ce qu'il y aurait un problème, ou bien est-ce qu'il y a une étape qui n'a peut-être pas été cochée pour en arriver là, ou bien c'est trop lourd, trop mystérieux à expliquer? Non, c'est pas trop lourd. Ce qui est lourd, c'est le fait de, malgré toute la bonne volonté, malgré les formations, malgré le respect, l'amour qu'on peut avoir pour les gens, on ne peut pas empêcher. Je pense à un cas tout à fait particulier dans la paroisse où j'étais assez longtemps à Wavre, d'un homme que j'ai accompagné pendant assez longtemps, qui était marié et qui, malgré un entretien qu'on avait eu un bon mois avant son décès, un entretien très poignant qui a marqué ma vie d'ailleurs en tant que pasteur, où je ne voyais absolument pas comment le sauver, si tu veux, comment le tirer vers le haut, le sortir de la problématique dans laquelle il était. Eh bien, j'apprends son décès par sa femme un mois plus tard, suicide. Et là, je me suis effectivement demandé si moi j'avais raté quelque chose. Alors, je vais essayer d'être clair dans la réponse à cette question qui est quand même très importante. Il me semble que le milieu Église devrait être plus fraternel encore. Donc je pense que c'est pas pour empêcher, on ne va pas empêcher quelqu'un d'aller au bout de sa désespérance nécessairement, mais le fait de promouvoir un lieu de parole, un lieu de vie, dans lequel les gens peuvent exprimer tout sans aucun jugement, je pense que ça favoriserait en tout cas que des personnes s'attachent plus à la vie qu'à la mort, dans cette idée-là en tout cas. Par rapport à ce cheminement, tu as parlé de l'Église, de l'accompagnement. On a l'impression que parfois les suicidés sont les plus grands pécheurs que l'on peut trouver. C'est un peu lourd ça, c'est une double sentence ou bien ? Oui, ça, je pense que même moi, quand j'étais jeune étudiant en théologie, c'était pas très clair quand on parlait d'enterrement, qu'on préparait à ce travail-là aussi. C'était jamais si clair que ça. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut dire dans des situations comme celle-là ? C'est comme, par exemple, la mort d'un nourrisson. Ça m'est aussi arrivé en tant que pasteur. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il y a des mots que l'on peut poser sur ces situations-là? Très, très difficile en tout cas. Mais ce qui, moi, me tient particulièrement à cœur, c'est qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un accompagnement ou un enterrement qui ne soit pas profondément humain, profondément respectueux de la personne et sans aucun jugement lié à l'acte posé. Parce que quand on sait la réalité du processus suicidaire, on ne peut pas croire un seul instant que quelqu'un quitte la vie comme ça, sur un coup de folie, sur un coup de tête, sans qu'il y ait eu un long cheminement qui amène à cette décision d'en finir une bonne fois avec la vie. On parlait en début d'émission
de la définition du suicide. Parlons à présent du processus. Oui, c'est processus, justement, c'est le bon terme, parce que on est face d'abord à une crise suicidaire qui peut être plus ou moins longue, parfois des années. Une crise suicidaire qui est toujours sous-jacente, soit à la tentative de suicide, soit au suicide réussi, comme un aboutissement, si tu veux. Donc, au fond, il y a un processus qui commence généralement par des moments de crise, qui fait partie du développement habituel de toute personne en humanité. C'est ce qui nous permet de grandir, de faire des choix dans la vie, de s'orienter. Mais cette crise existentielle, chez chacun d'entre nous, ne débouche pas nécessairement sur le suicide. Un individu se remet en question, rebondit ou pas. Donc, à un moment donné, dans ce processus angoissant, le suicide peut paraître le moyen de mettre fin à un état de vie insupportable, qui est jugé insupportable. Et il y a évidemment dans ce processus des éléments déclenchants. Il y a quelque chose qui fait déborder le vase à un moment donné, et puis il y a le passage à l'acte, soit la tentative de suicide, soit le suicide lui-même. Mais l'idée de suicide, et ça fait partie de ce processus, l'idée de mettre un jour un terme à sa vie, c'est une idée qui se présente, que l'on mûrit, qu'on laisse agir en soi, et finalement, au fil d'un problème quelconque, une sorte de cristallisation, les angoisses, l'anxiété figent cette idée une bonne fois pour toutes. Il y a une rumination qui est là et qui fait qu'à un moment donné, ça devient le seul programme valable qui est de finalement passer à l'acte. Et justement, le suicide paraît parfois tellement étrange, tellement improbable, imprévu. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque ? Oui, des facteurs de risque assez nombreux d'ailleurs, qui peuvent favoriser ou tout au moins contribuer à un passage à l'acte. Je pense d'abord à des facteurs psychosociaux qui sont des troubles mentaux, l'alcoolisme, des tendances très impulsives ou agressives, un trauma dans sa vie, des abus, etc. Certaines maladies physiques d'ailleurs majeures, comme les handicaps. Bon, bref, ou des tentatives de suicide très régulières. Maintenant, il y a un autre bloc de facteurs qui sont plutôt les risques environnementaux. Je pense par exemple aux fameux cas de suicide que l'on a connus ces dernières années en France au milieu de l'entreprise en général. Donc on voit que même le milieu du travail peut devenir un risque en soi par la pression, par les exigences, par le rendement, etc. Ou bien des pertes de rupture relationnelle ou sociale, séparation, divorce, décès d'un être cher, ou des histoires familiales de suicide. Parfois, c'est des générations qui reproduisent à chaque génération un ou plusieurs actes. Et puis, il y a un dernier bloc qui sont plutôt les facteurs de risque socio-culturels, le manque de soutien social, l'isolement, des barrières pour accéder aux soins de santé, l'exposition à d'autres suicides dans l'entourage, par exemple. Alors Yves, pour conclure, est-ce qu'on peut le prévenir en 1 minute 30 ? Alors, oui, on peut entrer dans la prévention en repérant certains signes avant-coureurs. Je pense que c'est assez difficile quand même, parce que bien souvent, même la dépression n'est pas visible comme telle chez des personnes qui ont cette tendance. Alors, la prévention mériterait en soi une émission pour en dire tout le détail finalement. Mais je pense qu'il y a des phrases qui sont symptomatiques, si on a encore le temps. C'est des phrases du style « je veux en finir, c'est trop dur, je n'en peux plus, la vie ne vaut pas la peine », etc. Ou des messages plus indirects « vous seriez mieux sans moi, ma vie est inutile », ou bien « j'ai fait mon testament ». Et puis je tire ma révérence. Yves Gabel était notre invité ce soir. Si vous désirez retrouver cette émission, rendez-vous sur le site ovio.be ou sur le site de l'Association protestante pour la radio et télévision aprt.be. À très bientôt, au revoir.